Responsabilité, le podcast de Charlotte Michon. Droits humains pour comprendre les nouvelles obligations des entreprises. Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast consacré aux nouvelles responsabilités des entreprises en matière de droits humains. Je suis Charlotte Michon, je suis avocate et j'accompagne les entreprises dans la compréhension et la formalisation de leurs démarches droits humains et la conformité à leurs devoirs de vigilance. Nous allons parler aujourd'hui des initiatives sectorielles d'entreprise. Alors, les initiatives sectorielles d'entreprise sont des espaces plus ou moins formalisés dans lesquels se réunissent des entreprises donc d'un même secteur et donc des entreprises concurrentes. Et donc, ils considèrent que le sujet droits humains et RSE ne sont pas concurrentielles. Et je pense que c'est important à noter. Et donc, elles se réunissent avec ou sans certaines parties prenantes comme les ONG ou les États. Ça dépend des initiatives. Mais pour agir ensemble en matière de RSE, en matière de droits humains. Elles sont largement citées, ces initiatives sectorielles, donc dans les référentiels de soft law du devoir de vigilance, mais aussi reprises dans la loi française sur le devoir de vigilance et comme recommandation dans les rapports d'évaluation de cette loi, mais aussi dans les futurs textes européens. Et ces initiatives sont précisément présentées comme utiles à l'efficacité, à l'effectivité et à la mise en œuvre des démarches de vigilance. Les entreprises mettent souvent en avant une mutualisation des moyens et des ressources, puisqu'elles permettent ces initiatives de notamment mutualiser les audits fournisseurs, mais aussi aller plus loin en étendant leur influence collective et leurs actions, et notamment sur l'ensemble d'une chaîne d'approvisionnement, et donc de dépasser le rang 1, puisque les exemples d'entreprises qui ont réussi à aller plus loin sur le rang 2 ou le rang 3 de leurs fournisseurs, c'est souvent à travers des initiatives sectorielles. Donc vous le voyez, ce sont des outils d'effectivité des démarches de vigilance. Et donc pour en discuter, j'ai le plaisir d'accueillir Carole Homais. Carole qui est responsable de l'initiative ICS, donc qui est peut-être sans doute la première initiative sectorielle, puisqu'elle date de 1998 à l'époque, et en tout cas la seule peut-être initiative française sectorielle, donc du secteur de la distribution. Bonjour Carole, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Donc peut-être pour commencer, est-ce que tu peux nous présenter ICS et son historique Bonjour Charlotte, merci de me recevoir. Ravie de pouvoir partager l'expérience de l'ICS. Donc l'ICS, Initiative for Compliance and Sustainability, a été créée en effet en 1998 à l'initiative de Carrefour, Auchan et Monoprix au départ au sein de la FCD, Fédération du Commerce et de la Distribution. Et depuis toutes ces années, nous avons eu un parcours en plusieurs étapes. C'est vrai qu'il était assez innovant en 1998 d'avoir une collaboration entre des enseignes qui sont donc concurrentes et qui sont toujours très actives au sein de l'ICS, afin de réfléchir à une approche commune au sein de leur chaîne d'approvisionnement. Donc l'objectif de l'ICS a été effectivement de mettre en application des projets et des outils communs. Donc avec un dimensionnement qui s'est fait par étapes, parce qu'il était très rare d'avoir une telle transparence entre des enseignes donc concurrentes. Donc au départ 3 enseignes, aujourd'hui 70 enseignes, et avec un développement qui s'est fait en différentes étapes. Donc en 1998, clause sociale de l'OIT, avec les développements ultérieurs des guidelines de l'OCDE sur le devoir de vigilance dès 2001, avec une mise à jour en 2011. Et la loi française a rendu cette soft law obligatoire avec la loi de mars 2017 sur le devoir de vigilance. Donc l'ICS s'est construit afin de mettre en place des outils et des projets communs entre les enseignes
partageant les mêmes usines. Donc l'objectif n'est pas de mutualiser des données liées au sourcing, donc à l'approvisionnement des enseignes, mais bien de partager des outils sur la mise en conformité sociale et désormais environnementale des chaînes d'approvisionnement. Donc dès l'instant où une usine est identifiée commune à Carrefour et au Auchan par exemple, à ce moment-là, la transparence est totale entre ces enseignes qui ont déclaré leurs usines et leurs adresses dans la base de données. Donc le devoir de vigilance nécessite plusieurs étapes. Il nécessite d'identifier donc ces risques. Quels sont ces risques dans ces activités propres? Quels sont les acteurs au niveau de ces risques? Donc identifier quels sont les sites de production où ils sont situés et de cartographier donc l'ensemble des risques au sein de ces différents acteurs, de mettre en place des outils donc identifiant l'état des lieux, donc les outils d'audit nous permettent de voir quelles sont les non-conformités dans les chaînes d'approvisionnement et mettre en place des outils de remédiation, puis des outils donc de suivi, d'analyse d'efficacité de ces outils de remédiation. Et donc ICS accompagne ses membres sur l'ensemble de ce cycle de vigilance, si je puis dire? Alors, nos membres sont des membres actifs, c'est-à-dire que les membres travaillent au sein de l'initiative ensemble, au sein des différents groupes de travail, au sein des différents projets pour mettre en place une démarche commune. La démarche commune passe en premier lieu par la communication d'exigences communes auprès de leurs fournisseurs. Donc, identifier les mêmes exigences, communiquer sur les attentes des donneurs d'ordre vis-à-vis de la chaîne d'approvisionnement pour une bonne compréhension de l'ensemble de ces attentes et appliquer un levier commun. Le levier commun, c'est aussi de pouvoir communiquer qu'une enseigne française n'est pas seule à exprimer ses exigences. Par exemple, si Lacoste représente 10% du chiffre d'affaires d'une usine, que Isabelle Marant, Agnès B sont dans la même usine, ça donnera beaucoup plus de poids à l'exigence et ça montrera au site de production que les attentes sont communes et ne sont pas unitaires vis-à-vis du donneur d'ordre. Donc ça, ce point-là, en application des objectifs du devoir de vigilance sont extrêmement importants. Donc les membres collaborent entre eux, collaborent au sein des projets mis en place par l'ICS, des projets donc liés au système d'audit, donc système d'audit social, système d'audit environnemental, système d'audit social également mis en place à la fois dans les usines et dans les champs de production. On a développé aussi une grille d'audit pour les structures agricoles où les risques ne sont pas tout à fait les mêmes. Et les enseignes collaborent aussi donc au sein de projets qui sont en amont, en aval des audits. Donc au sein des projets, nous avons la première étape qui est l'identification des sites de production et l'identification des réseaux de ces sites de production. C'est-à-dire qu'on travaille beaucoup sur la traçabilité, on questionne, on a des outils au travers de la base de données ICS qui permettent de questionner les usines sur quelle est leur organisation, quels sont les process de production qui sont internes dans l'usine et quels sont les process de production qui sont externalisés. Par exemple, une structure qui fait du produit fini en t-shirt va faire son lavage ou va faire sa teinture dans des structures autres, donc dans d'autres entités. Donc il faut savoir où exactement, où est l'entité de teinture. Va avoir un approvisionnement également de coton venant de différents pays, de différentes sources. Et donc, par cette étape de cartographie des acteurs, on va travailler avec les enseignes pour les aider à identifier l'ensemble des réseaux. Et après, on a d'autres outils comme le plan d'action correctif en ligne, où les enseignes peuvent aussi collaborer pour appuyer l'objectif de remédiation, donc mis en place au travers dans l'usine, afin de
d'appuyer que les attentes sont exactement les mêmes, le niveau d'exigence est exactement les mêmes pour l'ensemble. Alors, on n'est pas une initiative de prestation de services, donc nous, on ne va pas conseiller les enseignes qui sont membres. On aide à partager un socle commun d'exigences et toutes les enseignes donc partagent avec leur chaîne d'approvisionnement ces exigences communes. Et donc, vous les aidez bien à comprendre les risques dans leur globalité, en fait, et vous cherchez à avoir une vision de l'écosystème du fournisseur, finalement, ou du site de production beaucoup plus large. Ce qu'on peut reprocher à certaines entreprises, c'est d'agir plutôt de manière locale auprès d'un fournisseur sans véritablement appréhender les risques dans leur ensemble. Et tu parlais de la traçabilité, et c'est vraiment un des grands enjeux qu'on a mis en avant, surtout avec la future directive européenne, puisqu'il y aura aussi des approches sur l'ensemble des chaînes d'approvisionnement et des approches par filière. Est-ce que tu peux, je sais que vous avez un projet avec l'OIT, est-ce que tu peux développer un peu ce projet et pour toi, c'est quoi les grands enjeux finalement liés à la traçabilité et comment les entreprises peuvent avancer ? Alors, effectivement, en partant des risques, donc l'approche au niveau de l'ICS, elle est en 5 étapes, comme le devoir de vigilance. Identification des risques, identification des acteurs, mise en place d'outils de monitoring des risques, donc au travers des audits, puis remédiation et suivi des niveaux de conformité et donc de l'efficience des pratiques. Ces étapes se sont mises en place principalement au niveau du Tier 1, ce qu'on appelle le Tier 1, donc c'est les produits finis, quel que soit le secteur d'activité. Et donc ce qu'on a mis en place comme projet avec nos partenaires, qui sont sur ces projets-là, 2 entités de l'ONU, donc le Centre du commerce international, donc International Trade Center, qui est une agence transverse ONU-OMC, donc qui est notre premier partenaire, en application des recommandations de l'UNECE, donc une autre agence de l'ONU qui travaille sur les standards de traçabilité et de transparence. La première étape sur la traçabilité, on parle de traçabilité quand on va jusqu'au bout de la chaîne produit. Nous, on est sur la première étape, qui est la cartographie des acteurs, mais qui représente une grande partie déjà des problématiques dans la chaîne d'approvisionnement. C'est où est mon rang 2, où est mon rang 3, où est mon rang 4. Mon rang 4 signifie l'approvisionnement de la matière. Donc ce projet a été mis en place depuis quelques années déjà. Il a été reconnu par la Commission européenne comme implémentant le devoir de vigilance. Donc la première communication qu'a faite la Commission européenne en février 2022 sur l'exigence du devoir de vigilance, il nommait ce projet comme implémentant justement les premières étapes. Donc première étape dans le devoir de vigilance, c'est de connaître ces sites de production, de savoir où sont ces sous-traitants sur l'ensemble de la chaîne et en fonction des situations de ces sous-traitants, voir au niveau des risques, donc dans quel pays sont ces sous-traitants et quels sont les risques par rapport à ces sous-traitants. Donc au niveau des risques, on a aussi une matrice d'analyse des risques comparant les données consolidées de résultats de l'ensemble des audits ICS qui sont disponibles pour l'ensemble des enseignes qui peuvent en faire une analyse par rapport aux grandes tendances sur les secteurs d'activité, qu'on compare au SDG Index, donc, qui est une cartographie de 600 indicateurs, aux données également venant de syndicats comme l'ITOC ou des données de parties prenantes externes sur l'environnement, sur le travail forcé, sur le travail d'enfants et autres, donc une consolidation d'un ensemble de risques. On a aussi, et c'est là aussi que la collaboration entre les enseignes se voit, on a aussi un échange entre toutes les enseignes, une fois par mois, réunion d'1 heure pour partager au niveau de toutes les enseignes leurs problématiques sur les risques, les sensibilités et autres identifiés. Et on partage également une newsletter, alors c'est pas vraiment une newsletter, c'est plutôt une veille sur les risques, qui est partagée de manière hebdomadaire à l'ensemble des membres, avec l'identification des grèves dans certains pays, d'incendies dans certains pays. Et quand on constate un article médiatisé identifiant une usine connue dans la base ICS, l'alerte est envoyée immédiatement aux enseignes.
D'accord, donc une combinaison de données plus externes que les entreprises ont l'habitude de voir, les indices un peu connus, mais aussi de vos retours d'expérience, donc depuis plus de 20 ans maintenant, sur les pratiques sur place et sur les résultats des visites et des audits sur place. Et alors concernant les audits donc, sociaux et environnementaux, c'est quelque chose dont on parle beaucoup. Je sais que vous travaillez avec des cabinets d'audit, mais vous avez surtout développé un peu une méthodologie et des critères pour vous assurer de la bonne qualité, si je puis dire, de ces audits. Donc peut-être, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus ? Oui, alors, le devoir de vigilance est très important à rappeler dans ce cadre-là. C'est-à-dire que le devoir de vigilance implémente la responsabilité des enseignes dans les outils qu'ils mettent en place pour s'assurer de la conformité sociale et environnementale de leurs sous-traitants. Donc nous, notre méthodologie décline le devoir de vigilance. C'est-à-dire que ce sont bien les donneurs d'ordre qui mandatent les audits. Ce sont les donneurs d'ordre qui sont responsables donc d'identifier quelles usines, bien sûr, ils vont devoir auditer. Mais ce sont les donneurs d'ordre qui sont responsables de choisir les cabinets d'audit, de choisir les périodes d'audit. Tous nos audits sont semi-annoncés sur la partie sociale, peuvent être annoncés sur le plan environnemental. Et par contre, on va quand même également vers du semi-annoncé de plus en plus sur l'environnement, en craignant donc des systèmes de contournement, par exemple des systèmes de traitement des eaux usées ou autres. Donc, pardon, semi-annoncé, c'est-à-dire que vous donnez une plage, mais vous ne donnez pas la date exacte, c'est ça ? Semi-annoncé, c'est un minimum de 2 semaines, mais on est très souvent, pour la majorité des enseignes, plutôt sur des périodes d'1 mois. Donc l'usine sait, le site de production connaît la période d'audit, c'est qu'il va être audité dans cette période de plusieurs semaines, sans connaître la date exacte, sans avoir le droit non plus de choisir le cabinet d'audit. C'est l'enseigne qui impose le cabinet d'audit, et ça, ce point-là, extrêmement important. Permet également de limiter la pression sur les auditeurs. Donc c'est vraiment les enseignes qui, au sein des 12 cabinets d'audit validés par l'ICS, choisissent leur cabinet d'audit. Et on a des systèmes aussi de recommandations demandant de croiser au maximum toutes les informations. Donc dans le système ICS, par exemple, Carrefour peut demander un audit avec Bureau Veritas et Auchan demandera l'audit de suivi sur la même usine avec SGS. Donc on croise au maximum les informations, on croise aussi les informations venant aussi des équipes locales présentes sur place, et c'est souvent aussi très important parce que toutes les enseignes n'ont pas des équipes locales sur place, mais le fait de travailler ensemble dans l'initiative sectorielle permet aussi de bénéficier d'un partage de connaissances aussi de l'ensemble des acteurs. Donc on a dans la base de données 722 personnes des enseignes travaillant, connectées quotidiennement sur la base de données. On a des systèmes de dialogue au travers de la base de données entre les enseignes, où les enseignes peuvent partager des commentaires sur des usines communes, par exemple. Très clair, merci beaucoup. Et alors pour finir, d'après toi, si on se projette un peu dans l'avenir, comment les pratiques des entreprises vont évoluer, à quoi aussi elles doivent peut-être s'attendre en termes d'exigences réglementaires renforcées, si je puis dire, et quels conseils tu pourrais leur donner, hormis adhérer à ICS évidemment, mais plus que ça. Alors, les initiatives sectorielles servent à mettre en place différents leviers. Les risques sont un peu illimités. On le constate tous les jours. On n'a pas été très exotif et très imaginatif pour prévoir tout ce que l'on voit au quotidien, malheureusement. Donc, en premier lieu, on a besoin de collaborer, de dépasser ce qui était vu comme un risque par rapport à la concurrence et autres. Mais quand on parle de social et d'environnemental, nous, c'est signé dans le code de déontologie des enseignes qui adhèrent à l'ICS. Elles laissent la partie concurrente à la porte et elles travaillent ensemble là-dessus. On a besoin de travailler aussi avec les parties prenantes externes. Donc, nous, nos premiers partenaires sont, comme je l'ai dit, différentes agences de l'ONU, principalement ITC, UNECE, mais également l'OIT. On a un partenariat signé avec l'Organisation internationale du travail depuis 2019 sur les projets donc, de formation
donc des formations par exemple qui sont dispensées actuellement à 700 usines sur leur système de management des heures de travail. Et on est en train de développer un système complet pour former les équipes locales, les enseignes, mais également former les auditeurs à adapter un langage commun. C'est-à-dire pourquoi on fait des audits. On ne fait pas des audits pour embêter le site de production, on fait des audits pour implémenter le devoir de vigilance. Et le devoir de vigilance traduit l'implémentation des droits de l'homme, à la fois au niveau social et environnemental dans l'ensemble des pays. Donc tout le monde a une responsabilité là-dessus. Par contre, les critères sont extrêmement précis, pointus, à la fois sur la partie sociale qui est difficile à mesurer et sur la partie environnementale où il y a énormément de critères mesurables mais qui doivent être consolidés. Donc nous, l'avenir, on le voit très clairement au niveau de la collecte de données. Et c'est ce qu'on a mis en place le plus possible dans le portail fournisseur que nous avons. Donc notre base de données, par exemple, est utilisée par 38 000 utilisateurs au quotidien, dont au niveau de ces 38 000 utilisateurs, on a à peu près 36 000 utilisateurs qui sont des utilisateurs des sites de production et des fournisseurs eux-mêmes, qui ont une plateforme donc identifiant la partie traçabilité, process de production, mais également risque. Quels sont les travailleurs migrants, quelles sont les langues parlées dans l'usine qui sont des critères de risque, qui identifie aussi des données de consommation environnementale. Au-delà des audits, on a plusieurs outils qu'on appelle les checklists, comme la checklist environnementale, qui nous permet de mesurer les données de consommation entre deux audits, savoir si ça s'améliore, ou même de voir avant l'audit quel est le niveau de maturité de l'usine. On a des données également venant des e-learning, et on pousse au maximum toutes les formations dispensées par l'OIT et d'autres acteurs au niveau des usines. Donc, par exemple, depuis le début d'année, on a envoyé 300 000 emails à toutes ces usines, les informant au quotidien qu'elles doivent remédier à leur plan d'action en ligne, à leur plan d'action correctif, et avec ces outils en ligne qui sont extrêmement importants. C'est du capacity building, hein. C'est bien aller plus loin que la formation des acheteurs, par exemple en interne, qu'on retrouve de plus en plus dans les plans de vigilance. Là, c'est vraiment s'adresser directement aux fournisseurs pour qu'ils puissent monter en compétences et comprendre les sujets. Tout à fait. Ça, ce sont des choses qu'on fait vraiment au quotidien à travers cette animation mutualisée, technologique, et qui nous permet aussi par la collecte de données à la fois sociales et environnementales, de mutualiser l'ensemble des informations. Et c'est là qu'est le vrai changement d'approche vis-à-vis des enseignes, des donneurs d'ordre, mais également des fournisseurs. C'est qu'il est très important de ne pas avoir à remplir des données différentes pour différents donneurs d'ordre. Mais pour les fournisseurs qui ont beaucoup à transmettre comme information et qui sont extrêmement sollicités et au niveau desquels ce devoir de vigilance va se cascader aussi, il est extrêmement important de leur permettre de consolider toutes ces informations en les diffusant le plus possible de la même manière aux différents donneurs d'ordre. Parfait. Écoute, merci beaucoup d'être venu, et donc nous nous retrouvons dans 15 jours pour un nouveau podcast. Ce podcast est proposé et présenté par Charlotte Michon. Vous pouvez la contacter sur LinkedIn pour plus d'informations. Produit par Amicus Radio. Réalisé par Marin Hirsinger.